Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Aujourd'hui de pouvoir accueillir Caroline. Je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es. Hello. Écoute, merci beaucoup Charlène de m'avoir invitée sur ton podcast. Donc moi je suis Caroline, je suis entrepreneur et coach de vie depuis quelques mois maintenant. J'ai décidé d'accompagner les personnes en rémission de cancer ayant vécu cette expérience par le biais de mes parents. Ça a vraiment réveillé chez moi une volonté d'accompagner des personnes en rémission. Et du coup, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'un événement, d'un deuil que tu as fait, d'une personne qui t'était proche, qui était chère, plutôt dans une thématique amicale, dont les circonstances du décès ont été aussi un petit peu particulières. Est-ce que tu es OK pour nous raconter un petit peu cet événement, ce qui s'est passé et ce que ça t'a permis justement, toi, d'apprendre, de comprendre et comment tu as pu le transmuter? Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que la mort, malheureusement, a fait partie de ma vie depuis très très jeune. J'ai vu mes grands-parents mourir, ma tante, mon cousin. Enfin voilà, il y a eu pas mal de décès dans ma vie, donc j'ai toujours un petit peu baigné malheureusement dans cette épreuve de vie qui est quand même assez difficile à passer. Surtout quand on est jeune, on est confronté assez rapidement à la mortalité de notre vie en fait. Et en fait, en 2017, j'ai rencontré une nana dans un bar. Le bar de ma ville. J'étais sortie pour aller boire un verre et je suis tombée sur cette nana-là, très sympathique, rayonnante. Vraiment, c'était quelqu'un de simple, d'abordable, vraiment quelqu'un qui était d'une gentillesse incroyable. Et on a commencé à discuter. On a été se boire une bière, on a rigolé, on a échangé et on a commencé à petit à petit prendre l'habitude de se retrouver tous les vendredis dans ce bar-là. On se recroisait et puis on s'est échangé nos Facebook. On a commencé à discuter et après on se donnait rendez-vous régulièrement pour aller faire du beer pong. Alors c'était l'activité du vendredi soir dans le bar où on allait. On aimait bien ce jeu. On était nuls, hein, franchement, mais on s'éclatait. C'était vraiment un moment de partage qu'on adorait. Et petit à petit, voilà, on a vraiment eu un coup de foudre amical l'une pour l'autre. Et on se voyait régulièrement pendant à peu près 6 mois. Et puis, en début d'année, elle m'a annoncé, autour d'une bière toujours, qu'elle allait partir en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était prévu pour 2018. Et elle m'avait dit, voilà, je suis pas épanouie dans mon travail. Enfin, je suis épanouie, mais voilà, il y a des problèmes, la vie continue, et elle avait l'impression en fait de passer un petit peu son temps à faire du métro boulot dodo, et elle se disait j'en ai un peu marre. Elle adorait ses collègues, elle était chez ses parents, elle avait son chien, elle avait sa petite vie, mais voilà, elle avait pas de chance en amour, elle avait des frustrations un petit peu au quotidien sur pas mal de choses, et elle me disait voilà, j'ai envie de faire ça. Je suis pas une grande sportive, je suis pas forcément aventurière, mais ça, j'ai envie de le faire pour me prouver à moi-même que j'en suis capable, que je vais apprendre plein de choses. Et elle me dit, je suis sûre que je vais revenir en étant transformée, et c'est ça que je veux en fait. Et sur le coup, quand elle m'a dit ça, en plus c'était un voyage solo, donc je me suis dit, mais elle est folle quoi. Enfin, elle va partir dans un endroit où elle connaît personne. Enfin, ça m'avait impressionnée et en même temps un peu étonnée parce que j'avais personne dans mon entourage qui avait pu faire ça. Donc je me suis dit, waouh. Ouais, elle a les couilles de le faire, vraiment. Elle m'a beaucoup impressionnée. Donc, les dernières semaines avant qu'elle parte, on a continué de se voir et tout. Ça nous faisait vraiment plaisir et je me réjouissais vraiment pour elle, pour son départ, même si voilà, elle avait aussi un peu de stress. Elle se posait plein de questions. Plus le jour du départ arrivait et plus elle se disait waouh, je vais le faire là. Elle avait posé sa démission. Enfin voilà, elle avait tout préparé pour partir. Elle avait préparé son sac, elle avait acheté tout le matériel. Et on a fait la dernière soirée ensemble, c'était au mois de janvier. C'était un 13 janvier.
2018 et on s'est dit au revoir en se disant on se donnera des nouvelles sur Facebook. Voilà, moi j'avais hâte qu'elle nous partage son aventure. Donc il y avait une page Facebook pour son voyage en Nouvelle-Zélande, j'ai oublié de le préciser, mais elle est partie en Nouvelle-Zélande. Il y avait une page où elle allait pouvoir faire des articles, mettre des photos, partager vraiment à sa famille, à ses amis son voyage. Et il y avait un groupe Facebook à côté pour ses plus proches amis dont je faisais partie, pour un peu tout l'envers du décor en fait, tous les trucs qu'on veut pas afficher forcément devant sa famille, voilà, les petites rencontres amoureuses, les galères, enfin vraiment un groupe plus intime où elle pouvait aussi nous partager ses moments de doute et les galères qu'elle pouvait avoir en général. Et en fait, les mois ont passé et petit à petit, voilà, on était dans cet échange un petit peu quotidien où on la voyait se dépasser, on la voyait voir des choses magnifiques et on avait tous compris que ce voyage qu'elle avait fait, c'était non seulement pour se dépasser, mais c'était aussi pour aller de l'avant. Moi, j'avais la sensation qu'elle avait pris sa vie en main en fait, et je l'admirais beaucoup pour ça. Et puis il y a eu un jour où elle nous a fait un message en nous disant que elle commençait à douter en fait. Il y avait eu des hauts et des bas et cette fois-ci c'était un petit peu plus, on va dire, concret et plus violent. Et elle nous a dit qu'elle hésitait à rentrer. Et du coup avec ses copines on a commencé à discuter tout ensemble et on lui a dit mais attends, c'est toi qui vois, mais reste quoi. Franchement, c'est une aventure incroyable. Oui, t'as des galères, mais voilà, t'as toujours réussi à t'en sortir. T'as toujours su rebondir. Donc, on sentait en fait qu'elle attendait ça aussi, qu'on soit là pour la pousser et lui dire mais non, reste en fait. Et c'est ce qu'on a fait. Et quelques mois plus tard, c'était au mois de juillet. On avait capté qu'on n'avait plus trop de nouvelles depuis 15 jours, ce qui lui ressemblait pas trop. En général, elle nous laissait son nouvelle peut-être une semaine, mais grand maximum. Et au bout d'un moment, plus de nouvelles. Et on s'est dit, c'est bizarre. Soit elle est à un endroit où elle n'a pas Internet, soit elle est trop occupée, on savait pas trop. On savait qu'elle était dans une ferme où elle travaillait pour gagner un peu d'argent. Et on a su, en fait, par sa sœur qui nous a fait un message, qu'elle avait eu un accident. Un soir, elle est montée sur une colline avec des amis de la ferme et ils ont regardé le coucher de soleil, apparemment magnifique. Et quand ils sont redescendus, ils avaient un petit véhicule. Et en fait, c'est elle qui conduisait, je crois. Et elle a perdu le contrôle en fait du véhicule et elle en est décédée en fait. Le véhicule s'est écrasé contre un arbre et elle en est apparemment décédée sur le coup. Donc ça a été un choc pour nous d'apprendre ça parce que déjà il y avait toute la surprise de on n'a plus de nouvelles pendant un moment puis on apprend cette nouvelle là subitement, donc on se dit waouh, pendant ce temps-là moi j'ai continué ma vie et je savais pas en fait qu'il lui était arrivé quelque chose. Donc il y a quand même une certaine forme de culpabilité de se dire mais j'aurais dû prendre de ces nouvelles avant, j'aurais dû m'inquiéter plus tôt, alors que ça n'aurait rien changé du tout, mais il y a toujours une part quand même de culpabilité par rapport à ça. Et en fait, on s'est rendu compte aussi d'un point de vue logistique que tout était compliqué. Le rapatriement du corps, l'organisation des funérailles, etc. Moi qui avais connu d'autres enterrements par le passé, ça avait toujours été très carré. C'est voilà, la personne décède, je sais pas moi, dans les 3 ou 4 jours suivants, on peut aller voir le corps à la morgue, etc. Enfin, c'est quelque chose quand même de très classique entre guillemets. Et là, le fait que ça soit à distance, moi je l'ai vécu de loin parce que j'étais pas très proche de sa famille, mais par sa sœur, on a su quand même que c'était assez incertain parce qu'on savait pas dans combien de temps il pouvait récupérer le corps, etc. Enfin, des problèmes dont on n'a pas conscience quand ça nous arrive pas. Et on s'est retrouvés donc peu de temps après à son enterrement. Et on avait eu la consigne qui m'avait fait sourire parce que ça représentait vraiment mon amie. C'était interdiction de porter du noir. On devait porter des habits de couleur parce que c'était quelqu'un qui rayonnait, c'était quelqu'un qui avait cette joie de vivre et qui, je crois que je ne l'ai jamais vu porter de noir, vraiment. Et on s'était dit que c'était un bel hommage de venir avec des couleurs pour l'enterrement, justement pour l'honorer, on va dire, une dernière fois avant qu'elle parte. Et
Et c'était, comme je le disais, c'était pas le premier enterrement que je faisais, mais c'était la première fois que je perdais quelqu'un qui n'était pas de ma famille, quelqu'un que j'appréciais énormément et qui était jeune en fait surtout. Et ça, je crois que ça a été quelque chose qui a été extrêmement difficile pour moi. C'est que elle avait, je sais pas, peut-être 3-4 ans de plus que moi, mais elle avait même pas la trentaine. Et c'est là que tu te dis, mais elle est partie là-bas pour changer sa vie, et en fait, sa vie s'est arrêtée là-bas. Et c'est terrible parce que on se dit, mais ce voyage-là, si finalement elle l'avait pas fait, bah, elle serait peut-être encore parmi nous, et je continuerais d'aller boire des bières avec elle dans le bar où on allait tout le temps. Mais en même temps, ce voyage, elle l'a fait pour une bonne raison. C'était pour se dépasser, c'était pour sortir de sa routine, c'était pour vivre en fait, vraiment. Et je pense que je dirais pas qu'elle l'aurait fait autrement, mais si elle avait su ce qui lui serait arrivé, je suis pas certaine pour autant qu'elle y serait pas allée. Elle aurait peut-être trouvé un moyen d'éviter ce qui lui est arrivé, mais je pense qu'elle aurait quand même voulu se dépasser et relever ce challenge-là, en fait. En tout cas, c'est ma perception de la chose. Mais ouais, ça a été assez soudain et assez violent comme événement, en fait. Bien sûr. Je te remercie pour ce beau partage qui était spontané et fluide. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé en fait dans notre échange quand on a préparé cet épisode, c'est que comme tu le dis, tu n'y étais pas, t'étais pas directement lié à sa famille, t'étais vraiment plus en lien avec elle. Il y avait cette notion aussi de décéder à l'étranger, de ne pas forcément pouvoir voir le corps, de partir pour quelque chose qui est très beau et qui était quand même ce voyage, comme tu le dis, se dépasser, mais qui finalement lui a coûté aussi sa vie. La culpabilité, comme tu avais pu le dire, de l'avoir rassurée dans les jours et dans les mois qui ont précédé par rapport à ses peurs ou à ses doutes, et alors qu'elle voulait peut-être rentrer, et il y a toujours ce « et si j'avais fait autrement, qu'est-ce qui se serait passé ?» Et ce qui m'avait beaucoup, et ce qui m'a encore à l'heure actuelle beaucoup touchée, c'est ta manière d'exprimer à quel point cette personne était une boule d'énergie, une boule d'optimisme, une boule de positivité en fait. Et c'est ce qui était aussi représentatif, comme tu l'as dit, au moment des funérailles, le fait de porter de la couleur, c'est quand même plus quand même représentatif d'une personne joyeuse et pleine de vie, plus que l'inverse. Et du coup, l'expression mettre de la vie dans la mort, je trouve, prend d'autant plus tout son sens de manière très symbolique. Et du coup, qu'est-ce que, au-delà bien sûr de la culpabilité, comme tu as pu le dire, de la tristesse, de la souffrance, de la difficulté de plus l'avoir aujourd'hui à tes côtés dans ce fameux bar, comme tu le dis, avec un peu ce côté tradition que vous aviez pu avoir, tradition amicale. Si on prend vraiment l'événement traumatique en lui-même, parce que ça reste aussi une mort traumatisante, soudaine, il n'y a pas de au revoir, il n'y a pas de... Voilà, c'est une fin réellement abrupte. Qu'est-ce que tout ça t'a appris, au-delà des différents décès aussi que tu avais pu vivre par le passé? En fait, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses parce que on ne sait pas en fait quand on va mourir. Ça, c'est certain. Mais en fait, même si on le savait, ça n'empêche que il faudrait quand même vivre sa vie à fond jusqu'au dernier moment, en fait. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas, on sait qu'on va mourir. Donc, de toute façon, c'est qu'est-ce qu'on va faire entre aujourd'hui et le jour de notre mort, en fait. Et ce qui m'avait fait beaucoup sourire, et j'en étais pas consciente à ce moment-là, c'est que quand elle était en Nouvelle-Zélande, moi, je suis partie, en fait, à Rome. Ça a été mon premier voyage en solo. Et je dis pas qu'elle m'a inspiré ça, mais je pense qu'inconsciemment, elle a dû aussi influencer cette décision-là pour moi de dire, voilà, j'ai voyagé dans ma vie, etc., mais j'ai jamais voyagé toute seule. Parce que c'est quelque chose qui me faisait peur. Ma famille aussi était terrifiée à l'idée de se dire que je partais toute seule. Et en fait, je pense, oui, qu'inconsciemment, j'ai été tellement admirative de son courage que ça m'a donné envie aussi de faire pareil et de me dire, oui, j'ai peur. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais j'ai envie de le faire. Et donc moi, quand je suis partie à Rome, je suis partie 1 semaine. Elle était en Nouvelle-Zélande et à ce moment-là, tout allait bien pour elle.
Et je lui en avais parlé. Je lui avais dit, écoute, je suis retombée, j'ai rechecké les conversations tout à l'heure, mais je suis retombée dessus et en effet, je lui avais dit que je partais là-bas toute seule. Alors, j'ai rejoint une amie qui était en voyage avec son école d'architecture, mais on n'a quasiment pas passé de temps ensemble sur place. Donc moi, j'ai vraiment fait mon parcours à Rome solo à 100%. On se rejoignait de temps en temps le soir pour boire un coup ou des choses comme ça, mais j'avais toutes mes journées 100% toute seule. Et si au départ ça me faisait peur, ça m'a surtout montré que c'est possible et qu'il faut pas être imprudent pour autant, c'est certain, mais le fait d'être seule en voyage ou d'être seule tout court, j'ai appris à l'apprécier en fait. Et je me suis dit, c'est quelque chose de super chouette parce que ça me permet d'apprendre à me connaître, voir quelles sont mes limites et juste en fait de kiffer l'instant en fait, tout simplement. Et ça, j'en avais parlé quand je suis rentrée de ce voyage-là. Et je pense, oui, peut-être même avec le recul maintenant, que c'est quelque chose que j'ai appris à faire grâce à elle, en fait. Et depuis, j'ai fait énormément de voyages solo et j'adore ça. Et c'est quelque chose que je changerais pas pour rien au monde, malgré ce qui lui est arrivé. C'est que je pense pas que ce soit le fait d'être seule qui a posé problème dans son voyage, parce qu'au contraire, c'est quand elle a été avec des gens que cet accident-là a eu lieu. Je dis pas que c'est la faute des personnes avec qui elle était, pas du tout, mais c'est pas parce qu'on est seul que notre vie est en danger. La preuve, c'est qu'elle était entourée et il lui est quand même arrivé ça. Et puis comme on l'avait dit nous en off toutes les deux, c'est que en soi, on peut mourir à n'importe quel instant. On peut sortir de chez nous, se faire écraser par un bus, on peut faire un malaise. La vie, elle est courte, quoi. Donc il faut y aller, quoi. Il faut pas se laisser guider par nos peurs. Il faut en être consciente. Il faut les écouter, mais derrière, faut faire ce qui nous fait envie, en fait, tout simplement. C'est ça. Et je me souviens de cette phrase que tu avais eue où tu m'avais dit, finalement, le fait que elle est osée, elle se soit autorisée à faire ce voyage, elle ait eu ce courage, cette audace, pour reprendre un petit peu les mots que tu as eu là. Je me souviens de ces mots que tu as eu en me disant, ça m'a donné envie de kiffer la vie comme elle l'a kiffé. Et c'est vrai que plutôt que de se dire, ok, elle est sortie de sa zone de confort, elle est partie à l'étranger. En plus, elle est pas partie juste à côté quand même. Nouvelle-Zélande, c'est pas juste à côté. Elle est sortie de sa zone de confort. Et dans cette expérience qui est très belle, cette expérience s'est finalement transformée et elle en est décédée. On pourrait se dire, du coup, moi, je reste dans ma petite zone à moi, dans mon cocon, mon truc connu et confortable pour être sûre de ne rien risquer. Et au contraire, toi, ça t'a fait développer plutôt une conception positive et porteuse de sens et porteuse de vie, en fait, dans tout ça, en disant, ok, elle est partie de ça, mais elle s'est autorisée à vivre ses expériences, elle est partie en étant heureuse, et ça a été un peu comme toi, tu l'as ressenti comme ça, comme une transmission de, ok, kiffe ta vie, en fait. Et ça revient à, oui, quand on fait face à la mort ou à la mort de quelqu'un, à ces notions de finitude, en fait, ça ramène à la vie, ça ramène à l'instant présent, ça dégage tout ce qui est futile et ça nous ramène vraiment aux choses les plus sensées, les plus essentielles pour nous, qui sont propres à chacun, hein. Mais en tout cas, ouais, vraiment à l'essentiel. Et je me souviens que ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et beaucoup frappé, ouais, dans ton discours. C'est exactement ça. C'est parce que c'est toujours une certaine forme de culpabilité, comme tu le disais. Il y a la culpabilité de te dire, oui, mais et si on l'avait pas convaincue de rester, est-ce qu'aujourd'hui elle serait toujours là ou pas? Mais oui, on pourra jamais savoir. Mais oui, c'est vrai que ce qui lui est arrivé m'a fait réaliser, oui, que comme je disais, tout peut s'arrêter. Et en fait, il faut pas attendre je ne sais quel jour dans sa vie pour se dire ouais, maintenant je vais peut-être en profiter. On est tous un peu pris par le métro boulot dodo, par plein de choses qui sont futiles. Et c'est vrai que la mort de quelqu'un nous remet face au fait que ça peut s'arrêter et que juste c'est important, ouais, de pas l'oublier, en fait. On vit à 100 à l'heure et en fait, pour moi, la mort, c'est vraiment un stop que t'as pas vu venir, qui te force à t'arrêter sur ta route et te dire waouh, oui, c'est vrai que ça passe, c'est vrai que je fonce, mais est-ce que je prends le temps vraiment de profiter du paysage, quoi, si je devais faire une métaphore. Carrément. Et du coup, au-delà de
Au-delà de sa personnalité, justement de son optimisme, de ce côté très feu, très boule d'énergie, est-ce qu'il y a autre chose, peut-être dans ton deuil, dans cet événement, qui t'a permis justement de dégager ces croyances positives, cette philosophie de vie plutôt positive en disant, ben, OK, je kiffe chaque instant, même si à chaque instant je risque ma vie, rien qu'en traversant un passage piéton ou en descendant un escalier, plutôt que de dire oh là là, tout ce que je touche ou tout ce qui peut se passer peut être dramatique et puis je peux y rester à n'importe quel moment. Est-ce que ça a été vraiment juste sa personnalité à elle, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis des outils, d'autres prises de conscience, un événement particulier en lien avec ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Comme on était proches en termes de relations, mais aussi en âge, quand j'ai su qu'elle était partie, il y a eu souvent en fait des moments de ma vie où je me suis dit waouh, elle est plus là en fait. Et toi, tu es en train de continuer de vivre en fait. Et souvent ça me prend à la gorge de me dire mais quand j'ai des problèmes ou des choses un peu futiles, je me dis mais attends, prends juste 5 minutes là pour te poser. C'est vraiment important ça ou pas? Est-ce que dans ta vie, ce petit truc là qui t'embête, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui mérite que tu mettes ton énergie ou tes pensées ou je ne sais quoi? Il y a des gens, et notamment elles qui ne sont plus là aujourd'hui, qui aimeraient potentiellement bien avoir ce genre de problème en fait à gérer dans leur quotidien. Donc il y a aussi cette notion de arrête de te plaindre parce que tu as de la chance d'être là, entre guillemets. Et cette culpabilité là, c'est vrai que je l'ai traînée, je pense, pendant un bon moment parce que je me disais t'as pas le droit de te plaindre. Je dirais pas vie pour les autres parce que c'est ma propre vie, mais j'avais aussi ce besoin de dire, bah tu vois là cet instant-là où t'as du bonheur, bah tu le vis aussi pour les gens qui sont plus là. Tu honores en fait leur mémoire en vivant à fond à l'heure, en tout cas en profitant de ta vie en fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu cet événement-là qui a été fort. Il y a eu d'autres décès dans ma famille qui ont aussi été des déclencheurs dans ce sens-là. Mais il y a aussi énormément de lectures. Moi, je suis une fanat de dev perso et de philosophie en général. Et c'est vrai qu'on trouve énormément de contenu qui nous pousse à juste nous rendre compte que oui, tout n'est pas parfait. La vie est injuste. On peut avoir des maladies, on peut avoir des décès, mais ça fait partie de la vie en fait. La vie, c'est un équilibre. Et s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et à un moment, il faut aussi l'accepter. C'est le revers de la médaille, comme on dit, mais c'est ce qui fait aussi que la vie, elle est belle. C'est que si elle était, qu'elle ne se finissait jamais, bah, on vivrait pas de la même manière, en fait. On n'aurait pas cette envie de croquer la vie à pleines dents parce que ça lui enlèverait de la valeur. Elle serait moins précieuse, en fait, peut-être. Ça lui ferait perdre toute sa saveur et tout son kiff, en fait, des bons moments. C'est comme tout est question de continuum. Il faut un côté, allez, on va mettre ces deux termes-là, mais positif et négatif, ombre et lumière, agréable et désagréable. C'est en ayant l'autre face de cette pièce qu'on peut justement accepter, apprécier plutôt la première face, en fait. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que je le sens pas comme tu me dis si je me trompe et tu m'arrêtes, hein, mais je le sens pas comme un parcours chaotique avec non plus énormément de souffrance, mais plus avec des prises de conscience, des événements difficiles que tu as su justement transmuter, sur lesquels tu as su faire preuve de résilience. Et j'ai l'impression que l'un des grands secteurs de ta vie que ça a impacté, c'est toute cette notion de philosophie de vie et de qu'est-ce que j'en fais et de relativiser et de prendre peut-être les choses plus simplement. Tu disais, voilà, est-ce que cette chose-là est vraiment si importante? Je sais qu'il y a souvent ce truc, quand tu te prends la tête pour un petit truc, de se dire, OK, est-ce que ça aura encore de l'importance demain? Mais pas juste demain, mais demain dans 5 ou 10 ans. Non, parce qu'il y a déjà des chances que demain, je l'ai peut-être déjà oublié. Donc, autant arrêter de me prendre la tête, en fait, là-dessus. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce que je ressens, cette notion de philosophie de vie, de mort, de l'importance de la vie, d'en profiter. Et est-ce que tu as utilisé, tu nous parlais du dev perso, est-ce qu'il y a eu d'autres outils que tu as utilisés, ou est-ce que ça a vraiment été voilà, petite pierre par petite pierre, petit pas par petit pas, l'avancer sur ton chemin, les expériences, les transmuter, les accepter, aller voir ce qui se passe au fond de toi aussi en termes d'émotions, parce que c'est pas toujours non plus confortable, hein, on n'a pas toujours le smile sur tout ce chemin, mais ou est-ce qu'il y a eu vraiment un outil qui a été un peu plus déclencheur? En fait, moi, il faut savoir que je suis une personne qui n'écoute pas forcément ses émotions. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème de contrôle. Je veux tout contrôler parce que
Ce qui me fait mal, c'est de la faiblesse et surtout ça peut derrière me mettre dans des états où j'ai pas le contrôle justement. Donc toute ma vie et ces décès-là crescendo, on va dire, m'ont poussé à me créer une carapace, justement parce que chaque coup que la vie a pu me mettre, c'était douloureux et c'était une injustice. C'était quelque chose où, voilà, moi, ma philosophie fut une époque, c'était la vie est une garce, quoi, faut se battre. Et c'était une vision qui était très dure de la vie. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à la changer parce que je me disais, mais non, la vie, elle est pas cruelle, en fait. La vie, c'est, comme je disais, c'est un équilibre. C'est que, c'est pas plus tu as de malchance dans ta vie que tu vas être heureux. Pas forcément, tu peux être très heureux sans avoir vécu des choses difficiles dans ta vie, bien sûr. Mais c'est quand même une notion d'équilibre où, certains vont avoir plus de problèmes ou en tout cas plus de difficultés dans leur vie que d'autres. Et ça, c'est une injustice, c'est sûr. Mais en fait, c'est comme ça. Et ça sert à rien de s'en prendre à quelqu'un d'autre qu'à soi-même, en fait. C'est que, à un moment donné, je me suis dit, arrête d'en vouloir à la vie. Tu es en vie, tu es vivante. Alors oui, il y a des épreuves, il y a eu des deuils, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été faciles. Mais aujourd'hui, c'est ce qui aussi t'a permis d'être la personne que tu es. Et c'est ce qui te permettra aussi d'être la personne que tu veux être demain. Et j'ai commencé, en fait, à bosser sur moi en me disant, je ne veux pas être cette personne qui refoule tout et qui met le couvercle sur ses problèmes ou sur ses émotions en pensant que la vie sera plus belle si je fais ça comme ça. Et du coup, j'ai vraiment commencé à faire ce travail petit à petit, honnêtement, de travail sur moi, faire de la méditation, des petites choses comme ça. Et en fait, le déclencheur, vraiment, où là, ça m'a mis une grande claque, ça a été le cancer de mes parents. Parce que là, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que il y a eu d'abord le cancer de ma mère en 2020, en plein Covid. Et ça a été vraiment une épreuve difficile parce que ça me remettait dans la réalité de ma mortalité, de la mortalité de mes proches. Et je me disais, waouh, là, on touche à quelque chose, tes peurs sont au maximum. Et je devais, en fait, je me suis dit, il faut que je bosse sur moi encore plus parce que ma mère traverse une épreuve très difficile. En plus de ça, il y a le Covid, donc c'était très difficile de se voir, d'être présent, etc. Donc je me suis dit, tu as deux options. C'est soit tu travailles sur toi et tu arrives à être forte et présente pour elle, soit tu es en plein déni et on verra. Et juste tu continues d'avancer, tête baissée et on verra. Mais le on verra, ça veut dire aussi que potentiellement ta mère va mourir et que tu n'auras pas profité de chaque instant, même si ces instants-là peuvent être difficiles. Donc j'ai travaillé sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Ça m'a aidé à faire la paix avec moi-même sur mes émotions, etc. Ça m'a aussi appris à être bien, en fait, tout simplement. Et ça m'a permis aussi d'être là pour ma mère. Et après, il y a eu le cancer de mon père, donc on a continué sur la même lignée. Mais en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est aussi le cœur de mon business aujourd'hui, c'est que les épreuves qu'on peut traverser, elles sont difficiles, injustes, et elles nous affaiblissent. Et il faut un temps aussi pour s'en remettre. Parce que là, j'en parle avec le recul, mais sur le coup, le cancer de ma mère, ça a été terrible. Je pleurais toutes les nuits. C'était vraiment une zone d'inconfort terrible parce que je savais que toutes mes peurs étaient en train de se réveiller. La perte de contrôle, le fait de perdre potentiellement ma mère, c'était vraiment extrêmement difficile. Et puis, à un moment, il faut se dire, oui, il faut se laisser le temps d'encaisser les choses, d'en faire le deuil. Et à un moment, c'est de dire, ok, de ça, qu'est-ce que j'en fais? Alors, j'ai la chance aujourd'hui que mes deux parents sont en vie et en bonne santé, tout va bien. Mais ça n'empêche que, on ne sait pas, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, leur maladie peut revenir. Et peut-être que c'est à ce moment-là que je les perdrai. Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est de dire, oui, cette épreuve-là, elle est difficile. Mais bats-toi, quoi. Bats-toi, trouve du positif et saisis cette opportunité pour faire quelque chose de ta vie, en fait. Et que ça soit le décès de mon ami ou le cancer de mes parents, c'est de dire, soit tu t'en prends à toi-même et tu en veux à la vie d'être cruel comme ça, soit au contraire, tu te dis, vas-y, je vais en ressortir grandi parce que c'est aussi honorer les personnes qu'on aime de choisir cette voie de, je continue ma vie en étant la personne que j'ai envie d'être pour leur faire honneur, en fait.
Exactement, et c'est toutes les notions de résilience, de croissance post-traumatique en fait qu'on peut aussi aborder. Et derrière tout ce que tu as exprimé, tu l'as dit une fois au tout début, il y a vraiment cette notion de contrôle en fait que tu as travaillé, contrôle de la vie, contrôle de la mort, contrôle de ce qu'on peut pas contrôler. On veut souvent en tant qu'être humain contrôler l'incontrôlable, sauf que par définition, l'incontrôlable c'est bien ce qui est pas contrôlable. Et finalement, il y a tout ce cheminement, je trouve, où voilà, ça reste un chemin qu'on fait tous encore une fois chaque jour, et chaque jour est un nouvel apprentissage du lâcher prise, mais qui t'a permis en fait tout doucement de lâcher le contrôle sur les choses que tu ne pouvais pas contrôler, et aller vers le lâcher prise. Et du coup, si tu avais un conseil, une phrase, une réflexion pour les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ton multiple témoignage, parce qu'il y a le côté de ton ami, il y a le côté parfois de deuil passé, il y a le côté aussi par rapport à tes parents. Quelle serait un peu la phrase, le conseil que tu aurais envie de partager aux gens qui peut-être ne se sentent pas de se faire accompagner aussi peut-être, et auraient envie peut-être de travailler par eux-mêmes ou de développer cette philosophie de vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager? En fait, je leur dirais d'être indulgents avec eux-mêmes, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. On est tous différents, on a tous des réactions différentes face aux choses, mais il faut s'écouter en fait. C'est-à-dire que si en apprenant, par exemple, la mort de quelqu'un, ou en tout cas en vivant un deuil quel qu'il soit, on s'en fout du regard des autres. C'est que si on a envie d'éclater en sanglots, si on a envie de péter un câble, si on a envie de, je sais pas moi, d'aller faire un footing pour se défouler, en fait, il faut penser à soi, parce que c'est ce qui est le plus important. Et surtout, faut pas oublier que le temps aide à faire passer les choses. Maintenant, le fait d'être accompagné, honnêtement, c'est quelque chose qui peut aider grandement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris tardivement, parce que moi, j'ai attendu que mes parents aient un cancer pour aller voir une psy. Alors qu'en soi, je pense que ça m'aurait fait du bien avant d'y aller, de voir ce genre de professionnel de santé. Alors, il s'avère que c'est pas forcément vers cette personne-là que j'aurais dû aller, mais je ne connaissais pas aussi d'autres métiers, sophrologie, etc. Je pense que en ayant une meilleure connaissance de ce qui existe, je serais prête à aller vers quelqu'un d'autre, parce qu'au final, la psychologue que j'ai été voir, et j'en ai fait plusieurs, ne m'ont pas apporté en tout cas ce dont j'avais besoin. Donc, oui, je pense que le fait d'être accompagné peut nous aider à aller plus vite aussi dans le deuil ou la reconstruction en elle-même, qu'en étant tout seul. C'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Tu t'en doutes bien. Mais je te remercie pour ce que tu as dit juste avant, parce que ça rappelle encore une fois, et la répétition est loin d'être mauvaise dans ces situations-là, que le deuil, c'est propre à chacun. Et oui, il y a aussi cette notion de temps. Et comme tu l'as dit, s'écouter soi, pas écouter les autres, pas écouter les on dit, pas écouter les ça doit durer autant de temps, et à 1 mois il faut faire ça. Non, on se fiche de tout ça en fait. Juste écoutez-vous, écoutez votre cœur, et c'est le plus important. Et c'est ça qui aura réellement du sens, et c'est vraiment ces choses-là en fait qui vous aideront. Et c'est finalement, avant même que je te pose la question, c'est ce que tu as montré en fait à travers tes mots, et à travers ton témoignage. Et je voulais encore t'en remercier. Et du coup, j'aime bien poser cette question. Pourquoi t'as voulu faire finalement un petit peu cet épisode? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, peut-être d'une certaine manière? En fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, comme je disais, je pense qu'on ne se fait pas forcément accompagner parce qu'on ne connaît pas ce qui existe. Donc, dans cette optique-là, je pense que c'est important de pouvoir témoigner, et que les gens se reconnaissent en se disant ah oui, moi aussi j'ai vécu quelque chose comme ça, ou ça fait écho chez moi sur certaines choses, et ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé à me faire accompagner, etc. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et en plus de ça, pour moi, c'est une manière de continuer de parler de mon amie, en fait, de continuer à la rendre vivante en fait dans ma vie concrètement, parce que je sais que s'il y a des personnes qui l'ont connue, qui écouteront cet épisode, peut-être qu'ils y repenseront, peut-être qu'ils repenseront à elle, peut-être que ça va redéclencher des souvenirs chez certains. Donc il y a cette volonté, oui, de continuer à l'honorer aussi,
via ce type d'épisode. Et puis pour les gens qui ne la connaissaient pas, c'est aussi une manière de la faire connaître et oui, encore une fois, de pouvoir garder en mémoire son parcours, son courage et la personne incroyable qu'elle était, quoi. Je te remercie. C'est exactement ce que j'avais écrit et du coup, j'avais envie de vous partager ces mots que j'ai écrits une fois après qu'on avait raccroché de notre préparation en off de cet épisode. J'avais mis: cet épisode permet de rendre hommage à sa mémoire. On dit souvent que la mort est notre dernier voyage et ce road trip était le voyage de sa vie. La Nouvelle-Zélande aura été pour elle un double voyage, celui de sa vie et aussi celui de sa mort. Et sans aucune lourdeur, en fait. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans ton témoignage, c'est que, oui, bien sûr, ça reste un événement triste, mais je trouve que tu as réussi à y mettre beaucoup de douceur. Et pour ça, je voulais te remercier d'avoir partagé, en fait, cette douceur et l'optimisme de ton ami qui, j'espère, donnera du courage, de la conviction, de la force, de l'envie, de l'élan, qu'importe, mais en tout cas, toute cette palette d'émotions et de comportements positif et optimiste aux personnes qui nous écoutent. Donc, je voulais encore te remercier, Caroline. Écoute, merci à toi pour m'avoir permis de l'honorer encore une fois. Merci beaucoup. À très vite. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.